qui du pied droit ouvre les portes du paradis. C'est hallucinant, quelle folie. Elle en tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense, Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres, elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à tous et à tous, auditeurs auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fédéli. On se retrouve pour une nouvelle émission à parler sport, tous ensemble sur 106,6 jusqu'à minuit pétante. J'espère que vous avez passé jusque-là une agréable soirée. Peut-être pour les voisins lillois du stade Pierre-Mauroy. Il y en a un, en tout cas autour de la table, qui était au stade pour un alléchant Brésil-Tunisie, pour nous donner son petit avis dans un très court instant. Car pour cette nouvelle émission à parler sport, je ne suis pas seul, je suis bien entouré. Ce soir, les 4 mousquetaires, des acteurs de renom. Je suis en train de leur faire passer des castings, mais ça reste entre nous. À ma gauche, pour attaquer cette émission dans un très court instant, Zadig, comment tu vas ? Je vais très très bien, en forme et prêt à attaquer cette émission. Ouais, t'as bien suivi les éliminatoires ? Oui, ça va. Il a eu du travail tout à l'heure en suivi, et puis surtout avant ça du tennis, qui m'a particulièrement énervé. À côté de lui, c'est Théo, qui va pouvoir aussi nous délivrer quelques news ce soir. Comment tu vas ? Oh bah, très bien, très content. Tu commences à être un habitué, c'est bon, t'as ton siège. Ouais, on est bien assis, il fait bon, il fait beaucoup meilleur qu'à l'extérieur, il fait bien plus chaud. Ouais, il fait bon maintenant. On commence à se les geler, c'est vrai, dehors. Ouais. Il commence à faire froid. Et à ma droite, pour finir, évidemment, Maxime qui était au stade. Bonjour. Tu as trouvé le chemin de la radio. J'ai réussi à trouver, avec un peu de mal quand même. Mais j'ai couru. Entre Brésiliens et Tunisiens, il fallait... ouais, c'était compliqué. Ça va. Mais ambiance chouette, comme tu le disais. Ouais, ambiance géniale. Et notre professionnel, celui qui a réussi le grand chelem l'an dernier, le champion indiscuté, c'est Raphaël qui vient compléter cette équipe du soir, qui vient en plus pour nous faire jouer, pour nous faire peut-être nous attaquer, nous agresser verbalement aussi. Ah, c'est ça. Bonsoir les gars. L'an passé, je gagnais tous les quiz, donc je me suis dit, on va changer. On va changer de sens. Et c'est moi qui vais vous faire le quiz cette fois-ci. Oui, gagner tous les quiz. Je confirme en plus. Je confirme, il était bon, il dégainait vite l'ami Raph. On va pouvoir attaquer tout de suite cette émission. Zadig, t'es prêt ? Je suis prêt. T'es prêt, t'es chaud. Petit jingle évidemment. Et tout de suite les résultats. Vous avez loupé les résultats sportifs de la semaine. Coup de bol. Le CSC est là pour faire le point. Coup de bol avec donc ces éliminatoires, comme je l'ai déjà bien vendu, de la Coupe du Monde qui se terminait notamment pour la zone Europe. Pour ce qui est de l'équipe de France, c'est good. Et on verra dans la foulée pour ce qui est de nos voisins belges. Zadig, d'abord les Bleus. D'abord les Bleus, effectivement. On débute ces résultats avec l'officialisation de la qualification des Bleus pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus effectuaient leur dernière danse dans ces phases de qualification. Ils affrontaient l'Ukraine ce jeudi 13 novembre au Parc des Princes. Victoire 4-0, nette et sans bavure, avec 4 buts en seconde mi-temps. Kylian Mbappé marque sur pénalty à la 55e. Il double la mise à la 83e. Gros match pour Kiki qui a montré de belles choses durant les 90 minutes. Les autres réalisations sont signées Michael Olise et Hugo Ekitike après un sublime rush, il faut le dire, solitaire du joueur et d'un superbe 1-2 bien clinique avec Mbappé. Les Bleus validaient ainsi leur ticket pour la Coupe du Monde après la fin de ce match contre l'Ukraine. Et il jouait le dernier match de qualification possiblement sous l'ère des Champs, il faut le dire, s'il s'arrête après les mondiaux 2026. C'est peut-être son dernier match de qualification, un peu triste. Un match sans enjeu donc, mais une victoire 3-1 avec une équipe largement remaniée.
C'est l'équipe à domicile qui ouvre le score 3 minutes après le coup d'envoi. Record au passage pour Lucas Chevalier, du premier but encaissé le plus rapide pour un portier de l'équipe de France. Ouais, c'est un peu douloureux. Ça fait un peu mal. Les Bleus déroulent ensuite avec Jean-Philippe Mateta pour le premier, Magnès Akliouche pour le second et Mago Melia-Lief contre son camp pour le dernier. Tu t'es tenté à sortir Pas facile, mais j'y suis allé. 2 sur 2, donc, avec de belles performances, j'ai trouvé. Certains joueurs ont sans doute marqué des points. Je pense à Hugo Ekitike, à Jean-Philippe Mateta, peut-être Magnès Akliouche sur le dernier match, peut-être Ryan Cherki. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces matchs, messieurs? Satisfait du jeu et des résultats? Raph, en tout cas, pour Didier Deschamps, il n'était pas très triste de comment tu l'as formulé, pas très touché par ça. Non, pas touché par. C'était sa dernière, du coup, face à l'Ukraine sur le sol français, vraisemblablement, puisqu'on parle d'un rassemblement de mars en plus qui se jouerait en Amérique. Donc, pour le coup, Dédé, c'était la dernière en France au Parc des Princes. Oui, non, il a fait son temps, mais en tout cas, pour ce qui est de ce rassemblement, c'est bien. Et pour les qualifications, c'est presque imparfait parce qu'il y a eu quand même un 2-2 face à l'Islande lors du précédent rassemblement. Mais en tout cas, on a la qualif et on est invaincu. Donc, c'est relativement bien. Encourageant aussi, Théo, Maxime, vous êtes contents? Ouais, on a la qualif, hein, il a tout dit, on a la qualif. Le jeu, c'est pas encore non plus le jeu du siècle, je trouve. Je trouve qu'on manque de beaucoup de choses. Mais on a la qualif, maintenant on attend cet été, on attend 2026 et puis on verra bien comment ça va se tramer. Bah voilà, tout est dit, hein, l'essentiel est assuré. Et moi j'ai bien aimé Mateta et Ekitike, je trouve que c'est des attaquants assez polyvalents. Et voilà, j'aime bien avoir ce genre de nouveaux jeunes, jeunes un peu moins pour Mateta, en bleu. Nouveau visage en tout cas. Des nouveaux visages, ouais. Un peu moins bien pour l'absence de notre capitaine sur le deuxième match, mais bon. Oui, qu'il y avait d'autres. Apparemment, il avait une petite blessure à Dubaï. Blessure à Dubaï. Contracté à Dubaï. Une fois arrivé dans son jet privé. D'autres nations qui jouaient leur qualification, eux, ce soir, avaient un peu la pression. Zadig, tu nous fais le point. Qui va pouvoir aller au mondial? Qui devra passer par les barrages? Je fais le rush. On commence ce soir avec l'Écosse-Danemark. C'était un match assez important parce que les deux équipes disputaient la première place du groupe. C'est finalement un 4-2 pour l'Écosse qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Le Danemark file en barrage avec, faut le dire, un sublime but du milieu de terrain inscrit, le 4e but de l'Écosse par Kenny McLean. On poursuit avec l'Espagne-Turquie 2-2. L'Espagne était déjà assurée au goal average. En tout cas, non, il ne fallait pas prendre une tollée contre la Turquie, mais c'est passé. C'est passé, la Turquie finit second de son groupe et va en barrage. Autriche, Bosnie-Herzégovine, 1 partout. L'Autriche file également en Coupe du Monde en Amérique et la Bosnie s'en va au barrage. La Belgique a mis 7-0 contre le Liechtenstein, un doublé de Doku et de De Ketelaere à notifier. Qu'est-ce qu'on avait aussi? L'Allemagne se qualifie contre la Slovaquie. L'Allemagne se qualifie, premier de son groupe, la Slovaquie deuxième. La Suisse va directement en Coupe du Monde. Le Kosovo deuxième, surprise pour le Kosovo qui a encore sa chance, en barrage en mars. L'Écosse, j'en ai parlé, et le Portugal qui a validé son ticket avec un 9-1 contre l'Arménie, triplé de João Neves. C'était assez sublime, sans Ronaldo, il faut le dire. Peut-être la recette pour le Portugal. Pour marquer des buts. Je le dis comme ça. L'Angleterre s'est elle aussi qualifiée après sa victoire jeudi dernier contre la Serbie 2-0. La surprise du week-end, il faut quand même le dire, elle a été réalisée par la Norvège face à l'Italie. Un match assez fou à San Siro. La Squadra Azzurra confirme sa mauvaise forme et s'en va en barrage après une défaite 4-1 contre la Banda Åland qui marque notamment un doublé. 3e passage de suite pour l'Italie en barrage avant une Coupe du Monde. Il va encore flipper. C'est pas super pour les supporters italiens. On va avoir très très peur. Match frisson également ce week-end, c'est la victoire de l'Irlande contre la Hongrie, 3-2. Un but dans les arrêts de jeu et surtout un triplé dingue de l'avant-centre Troy Parrott. L'Irlande décroche son billet pour les barrages en mars et la Hongrie est malheureusement éliminée. J'ai vu Szoboszlai pleurer, c'était un peu triste. Voilà pour ce tour. J'espère que je me suis débrouillé. Il se doit. On en parlera un peu plus longuement. De toute façon, aussi, on va revenir un peu plus tard dans l'émission pour ce qui est du débat sur le point de ces qualifiés européens. Peut-être qu'on abordera, Raphaël, insister sur ailleurs, mais le monde est vaste, Raphaël. On verra si on a le temps. Déjà, l'Europe, c'est pas mal. Il y a 12 pays à évoquer.
Une autre équipe de France, elle, aurait pu se qualifier pour des demi-finales. Elle s'est complètement vautrée. Je parle de tennis, Zadig. C'était à partir de cet après-midi la grosse déception pour la France qui disputait son quart de finale de Coupe Davis pardon, je suis français mais je vais prendre l'accent, contre la Belgique aujourd'hui. Les Français sortent après les 2 matchs en simple. L'opposition débutait par un duel entre Corentin Moutet, 35e mondial, et Raphaël Collignon, 86e. Le Français avait pris la première manche 6-2, mais s'est effondré en perdant 2-7, 5-7, 5-7, coup sur coup. Première surprise, Arthur Rinderknecht prenait la suite pour tenter de réveiller les Bleus, mais rien n'est allé avec un match plié en 2-7 pour nos voisins belges. Zizou Bergs l'emporte 6-3, 7-6. Les Bleus rentrent de Bologne bredouille, déjà en vacances, un peu trop tôt à leur goût. La Belgique affrontera soit l'Italie, soit l'Autriche en demi-finale. Compliqué le bilan pour l'équipe de France. C'est très décevant, surtout pour ce qu'il en est, sachant que l'Italie est privée d'un atout majeur qui a brillé dimanche en finale des Masters. Exactement, super transition, on enchaîne dimanche. C'est la victoire de Yannick Sinner. C'est mon métier. Face à Carlos Alcaraz lors des ATP finales. Ce dimanche après-midi à Turin, choc au sommet, et quoi de mieux qu'un bon Alcaraz-Sinner pour égayer nos après-midi. L'Italien était favori et la blessure de l'Espagnol très tôt dans le match à la cuisse n'a pas aidé à inverser la tendance. Première manche remportée 7-6 par l'Italien. Après un break d'entrée dans le deuxième set, Carlos Alcaraz, Sinner a déroulé, faisant courir Carlito en jouant de longs échanges. Victoire 7-6, 7-5 pour le Transalpin qui n'a pas perdu une seule manche du tournoi. Solide. Il poursuit ainsi sa série de 31 victoires en dur indoor, faut le faire, et remporte donc sa 6e victoire sur 10 duels face à Carlos Alcaraz, son plus grand rival. Est-ce que vous saviez à quand remonte sa dernière défaite en dur indoor à notre Yannick Sinner? Il y a 31 matchs. Bon. 31, faut remonter 32 matchs plutôt. C'était déjà au Masters. Je dirais en 2023. Ouais, c'est ça. La finale perdue contre Djokovic. C'est sa dernière défaite en indoor dur, donc ça fait 2 années de suite pleines où dès qu'il dispute une compétition sur cette surface, il gagne. Et il n'a pas perdu un set sur tous ses matchs. Et je vois pas qui peut aller le chercher en plus maintenant. Il faut. Non. Carlos Alcaraz a quand même bien tenu, il y a eu un petit souci musculaire. Vous étiez team Alcaraz, team Sinner ici, j'en profite. Je devrais faire un sondage. L'éternelle question. Pourquoi choisir? Un peu plus team Alcaraz. D'accord. Ouais. On vibre un peu plus. C'est ça. Team Sinner, moi, pour qu'il repasse premier, parce que je préfère quand c'est Sinner qui est premier mondial. Oui, ça. Alcaraz était assuré, en tout cas, de finir l'année numéro 1 mondial. Et Sinner n'est pas loin du tout. Et Raph? Je sais pas, parce qu'en fait, avant, je préférais Sinner, mais depuis son affaire de dopage, j'avoue que ça me crispe un peu. Voilà. D'accord. Ah, j'aurais pas dit mieux, je suis du même avis. Non, mais je sais pas, j'aime bien Alcaraz, il y a plus de spectacles, il y a plus de... Je me sens plus proche d'Alcaraz, donc je dis Alcaraz, moi. Ouais, et puis peut-être ceux qui aimaient aussi un peu plus Nadal à Federer, peut-être aussi par mimétisme. Exactement. La froideur, un peu le calme Sinner, et puis l'explosivité espagnole, la chaleur, et ça de Carlos Alcaraz. On change complètement de registre, quoique on va un peu rebondir encore sur une autre équipe de France. C'était vraiment la trêve internationale dans tous les sports. Exactement. Direction l'Ovalie. L'Ovalie, samedi dernier, le 15 de France recevait les Fidji dans le cadre de la tournée de novembre. Les Bleus l'ont emporté 34-21 dans un match assez disputé. Après le revers face à l'Afrique du Sud, les hommes de Galtier se devaient de relancer la machine au Matmut Atlantique à Bordeaux. Face aux Fidji, les Bleus ont bien commencé la rencontre avec des essais de Nicolas Deporter, Julien Marchand et Charles Olivon, mais ont tout de même eu du mal défensivement face à ces Fidjiens très agressifs. 21-14 à la mi-temps. Puis les Bleus ont été rejoints au score avant les 2 pénalités de Thomas Ramos qui donne l'avantage au 15 de France. Le centre de l'UBB Deporter signe un doublé à la fin du match chez lui pour sceller ce match sur un beau 34-21. Constat pas très réjouissant pour le 15 de France après ces 2 matchs qui montrent toujours de sacrées failles défensives et beaucoup d'indiscipline. 11 pénalités face aux Fidji. Prochain match ce samedi face à l'Australie pour espérer un saut d'orgueil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. On avait rebondi aussi la semaine passée, Théo, tu étais là, sur un petit débat sur est-ce qu'il fallait s'inquiéter, est-ce qu'on devait rouspéter de cette défaite face à l'Afrique du Sud inaugurale, finalement, contre les Fidji. Ça va mieux, mais c'est pas ce que j'appellerais une victoire encourageante. D'accord. C'est une victoire, on l'a, mais est-ce qu'on est encouragé? Non. Alors, franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur au début de deuxième mi-temps. On voyait les Fidji bien revenir. Trop d'indiscipline. Il manque un truc. J'ai l'impression qu'il manquait un truc dans ce collectif.
sûrement les cadres, hein, il y a quand même beaucoup d'absents. Je pense que, non, bah, en tout cas, de ma part, j'étais pas non plus très satisfait de la victoire de l'équipe de France. J'étais content qu'on ait gagné, mais pas. Manque de sérénité, en tout cas. Ouais, dans voilà. le salon de. On n'était pas Théo serein et contre sur les le terrain. Fidji, quoi. Ça marche. Et à droite, ici, puisqu'il y avait un petit retour. Est-ce que vous avez pris votre pied ou. Ça, si à la fin du match les Fidji nous rejoignent, c'est pas si étonnant vu ce que présente la France à partir de la 20e minute, on va dire. Ouais. C'est vrai. Finalement, on les tient à un essai transformé, en tout cas en seconde période. Mais ça aurait pu être bien plus corsé, cette histoire. Direction Valence. Pas du tout dans la Drôme, par contre. En Espagne, ce week-end se déroulait le dernier Grand Prix de la saison en MotoGP. Un Grand Prix donc à Valence, en Espagne, sur le circuit Riccardo Tormo. C'est l'Italien Marco Bezzecchi qui l'a emporté au bout des 27 tours de piste, suivi par l'Espagnol Raúl Fernandez et l'Italien Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi termine 3e au classement pilote cette saison, derrière les frères Marc et Alex Marquez. Un GP sans réel enjeu dans le classement, puisque Marc Marquez était déjà certain de remporter le 7e titre pilote de sa carrière sur sa Ducati. 7e, ouais, ça fait beaucoup. Il avait par ailleurs conclu sa saison blessé au GP d'Indonésie et a donc manqué les 5 derniers Grands Prix de la saison. C'est un peu particulier comme fin de saison, il faut le dire. Côté français, pour ce GP, on revient encore avec la déception, avec aucun tricolore dans le top 10. Une petite 12e place pour Johan Zarco et un abandon pour Fabio Quartararo. Ils terminent respectivement 12e et 9e au classement pilote. C'est un peu amer, mais c'est comme ça. Un long week-end encore difficile, en tout cas pour conclure cette saison 2025 compliquée pour les deux pilotes français. De l'autre côté, il y en a un qui a passé un très bon week-end express, pour le coup. Week-end express, week-end de bagarre. D'abord, samedi, à l'UFC, pour une nuit numérotée qui s'annonçait étoilée avec une carte principale royale. Des gros combats, à l'instar du combat remporté après 25 minutes à la décision, ça a été long, par le champion Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena. Le Russe rentre dans l'histoire avec sa double ceinture en poids léger et en poids mi-moyen. Mais on attendait, nous, Français et chauvins, un autre combat, God of War, Benoît Saint-Denis qui restait sur 2 victoires. Le Français affrontait l'Iranien Dariush et il ne fallait pas arriver en retard car ce fut plié en 16 secondes à peine. Ces 3 combats, 3 finishes sur ces 3 dernières oppositions, propres et efficaces. Saint-Denis impressionne et montre qu'il peut clairement avoir une place dans le top 5 de sa catégorie. Il l'a clairement revendiqué, lui, en montant dans la cage la ceinture. Il la voulait. Il a eu le temps d'allumer la lumière et de l'éteindre immédiatement après. Et c'est ça. C'était bien fait. Il y a Benoît Saint-Denis qui affirmait encore donc vouloir cette ceinture et surtout avait hâte de pouvoir décrocher une ceinture pour la France, pour la première de la France. Est-ce que vous croyez plus en BSD ou en Cyril Gane? Ceux qui connaissent un petit peu. Qui peut nous... Moi, j'aimerais bien voir nous offrir BSD, une première justement, ceinture. Gagner cette première ceinture. Ce week-end, il a gagné la première fois, enfin sa première victoire face à un membre du top 10 et je pense que ça peut être une très bonne lancée pour notre Benoît Saint-Denis. Ça me semble compliqué. Enfin, en tout cas, pour la ceinture, ça me semble compliqué. Après, là, il est dans une dynamique de folie. Oui. Il faut qu'il entretienne ce cercle de confiance. C'est ça. Après, certainement qu'il tombera peut-être Mais sur plus fort et là, tout s'arrêtera net. Il y a du très lourd tout en haut de la catégorie. Donc, après, il a l'air d'avoir un mental quand même à vite remonter en selle et à aller la bagarre. Parce qu'il était un peu tout en bas à un moment. Et là, il est remonté. Il avait enchaîné les défaites. C'est ça. C'était très peu encourageant, dont une à l'UFC Paris l'an dernier. Celle-là aussi qui lui avait fait très mal au moral quand on vient combattre à domicile. Ça a piqué. Et on finira avec un tout petit mot d'Urban Trail. C'était à Lille, c'était juste à côté. C'est ça. La capitale des Flandres accueillait un 5 km et un 10 km. Un 8 km pour les amateurs. C'est un parcours très roulant au profit des meilleurs qui ont réalisé des super chronos. 13 minutes 20 pour le meilleur homme sur 5 km. Il se nomme Clinton Kimutai Ngetich et il est kényan. C'est John Lomoni Aimoun, aussi un Kényan qui a gagné sur le 10 km. Brenda Jepchichir sur les femmes au 5 km. C'est pas facile à prononcer tous ces noms, mais c'était un très bel événement en tout cas. Très bel événement sportif, mais aussi une superbe ambiance à Lille qui a animé la ville ce dimanche. Merci beaucoup Zadig, avec toujours un parcours ultra rapide et des Français aussi qui ont établi leur record personnel. Il est temps de marquer une petite pause musicale, je sais pas vous.
Mais on va un peu reprendre notre salive. On va aussi permettre à nos auditeurs et auditrices de se reposer les oreilles. Quoique, on va un peu s'ambiancer grâce à toi, Maxime. Tu vas nous apporter tes ondes de Brésil-Tunisie. Je vais aller chercher le hit brésilien. Oh, Théo, il est chaud. Et tout de suite avec Michel Tello. Tu le diras mieux que moi en tout cas. On se quitte deux bonnes minutes. Ambiancez-vous et on revient juste après pour parler de sport, tout simplement. Ouais, Michel Tello à l'instant. Aïe, c'est où t'es pego, c'est comme ça que tu dis. J'aurais dit aïe, c'est tout pego. Mais après, je suis pas brésilien. Je vais pas faire offense à tous les Portugais qui nous écoutent. Maxime, toi, t'étais au stade. Ah, moi, on chantait pas brésilien, on chantait plutôt tunisien dans le stade. Ouais, ils sont là aussi. La prochaine fois, musique tunisienne, j'y penserai. En tout cas, on est là de retour en direct sur Radio Campus 106,6 pour la suite du Campus Sport Club, 10e de cette saison 5. Déjà, ça passe vite, sans compter le petit hors-série Alain Prost, qu'on vous invite à aller écouter aussi sur les plateformes pour les vrais suiveurs, ceux qui veulent du contenu alléchant. On enchaîne tout de suite, bien sûr, après les résultats. Pas mieux que les news. C'est d'ailleurs notre Brésilien en chef qui cycle ce soir, Théo. Juste après, un petit jingle. Les actus sportifs de la semaine, tout de suite dans le Campus Sport Club. On reste un peu dans la dynamique de la frustration aussi et du tennis, tout simplement, Théo. Ouais, on va rester dans le tennis. Ouais, on va parler toujours de la Coupe Davis, mais surtout de forfait. Parce que, tout simplement, Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, donc s'est blessé à la cuisse après sa défaite en finale ATP dimanche face à Yannick Sinner. L'Espagnol souffre d'un œdème au tendon ischio-jambier de la jambe droite. Pour tous les Dr House qui nous écoutent, ça doit faire mal. Ça devrait mettre donc un terme à sa saison. Et donc, pour remplacer Alcaraz, le sélectionneur David Ferrer devrait convoquer Jaume Munar, le 36e mondial, et Pablo Carreno Busta, 88e, donc pour disputer le quart de finale de l'Espagne contre la Slovénie. Et Yannick Sinner est lui aussi donc forfait pour la Coupe Davis, mais cette fois-ci pour d'autres raisons. En effet, l'Italien n'a pas été sélectionné pour la phase finale de Coupe Davis et il va déclarer forfait par la suite pour celle-ci. Il explique notamment vouloir se reposer après les ATP Finals à Turin, qu'il a lui-même remporté. Cependant, cela passe très très mal pour le public italien, d'autant plus que les phases finales de la Coupe Davis se jouent à Bologne en Italie et que l'Italie est double championne en titre. Ce qui a été évoqué justement par l'Italien au moment de justifier son refus, il a dit « Cela a été une décision difficile à prendre. » aussi, là. Je traduis directement de l'italien, c'est pour ça. Oui. Mais la Coupe Davis, nous l'avons gagnée en 2023 et 2024. Autrement dit, c'est pas grave si on ne la gagne pas cette année. Moi, je préfère un peu me reposer. C'est compliqué de passer du brésilien à l'italien. Ouais, il y a trop de langues, là, c'est très multilingual dans cette radio. Mais... C'est très compliqué. Ouais. Un peu de basketball. Allez. Si vous en voulez. Rebondissons sur le basket. Voilà, exactement. Un peu de balle orange. Non, pas d'encouragement ici. Non. On est en jeu de mots, on est en compète. Donc, LeBron revient de blessure, mais Victor Wembanyama est surtout absent pendant plusieurs semaines. En effet, l'alien de son surnom s'est blessé au mollet ce vendredi face aux Lakers. Les San Antonio Spurs ont effectivement annoncé l'absence de l'intérieur français, donc Victor Wembanyama, à cause d'une élongation au mollet, une blessure de type 2, l'éloignant des parquets pendant plusieurs semaines. Ouais, j'ai fait passe-partout en disant 2. Cette absence pourrait lui coûter très cher, car à cause de cela, il pourrait manquer le titre de meilleur défenseur de l'année, à cause d'un manque de matchs joués, l'empêchant de rentrer dans les critères de sélection pour ce trophée. Pour être éligible, il faut simplement au moins avoir joué 65 matchs. Il reste donc 17 matchs de sursis à Victor Wembanyama pour prétendre à ce titre, sachant qu'à cause de cette blessure, il en manque entre 10 et 12, lui laissant une marge très très faible pour le reste de la saison. Je ne sais pas si vous y croyez, vous, à ce titre. Vu les blessures, vu la fragilité de Wembanyama, est-ce qu'on y croit ? On n'aime pas savoir qu'il se blesse aussi tôt dans l'année, je pense, mais c'est déjà moins grave que ce qu'il aurait pu subir comme la thrombose à l'épaule de l'an dernier qui l'avait éloigné toute la fin de saison. Hein. Il n'y avait que 46 matchs au compteur ici. Et ça ressemble vachement à une mesure de précaution surtout. Je suis pas sûr que ce soit si grave que ça. Ça ressemble plutôt à une précaution. Ouais, prise par le staff. Et comme il le souligne en tout cas pour rentrer dans les critères, pour les récompenses en tout cas, peut-être ça n'endommagera pas les performances des Spurs, mais lui à titre personnel ça risque de le frustrer si ça se joue à pas grand chose. Une rechute est vite tombée. 2m24, on se blesse facilement, j'imagine, de toute façon. Ouais, carrément. Puis il y a un risque, il y a un fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de blessures, notamment au tendon d'Achille, et on dirait, enfin, les médecins de la NBA disent que c'est
l'élongation qui amène probablement à cette blessure au tendon d'Achille. Donc, on garde calme, au calmoiemi. On se calme. Il y en a un qui s'absente, un autre qui est proche d'un retour. C'est ce que j'allais dire, on va rester dans les blessures parce que LeBron James va faire son retour sur les parquets, messieurs. En effet, The King will be back pour une autre saison, là où l'Alien donc justement va s'écarter un temps des parquets. Blessé au dos, LeBron a manqué donc le début de la saison. Il a d'abord repris l'entraînement individuel puis collectif avec les South Bay Lakers, à ne pas confondre avec les Los Angeles Lakers. Les South Bay Lakers, c'est une équipe de G-League qui appartient aux Los Angeles Lakers. Et c'est ce lundi que LeBron James a repris l'entraînement avec l'équipe des Los Angeles Lakers. À l'aube de ses 41 ans, il se rapproche de plus en plus de sa 23e saison dans la ligue. Sans LeBron, les Lakers ont gagné 10 matchs sur 14 possibles et sont 4e de conférence Ouest. Messieurs, j'ai une petite question pour vous. Quel rôle va jouer LeBron finalement au sein de ces Lakers cette saison à 41 ans quand même ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'on ose mettre la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on ose mettre le King sur le banc ? Ça va être compliqué parce que là, il y a quand même il y a du beau monde et ça marche, on va dire, plutôt bien à Los Angeles aux Lakers. Il y a Austin Reeves qui est très très fort depuis le début de la saison, qui tourne plus de 20 points de moyenne et il est constant et il a un rôle de leader qu'il partage avec Luka Doncic. Prendre une place dans le 5, ça m'étonnerait pas. Parce que c'est quand même LeBron James, et que la saison dernière, il a montré de super choses. Mais ça induit des ajustements. Ça induit des ajustements, parce qu'il y a Rui Hachimura aussi qui joue très très bien, qui est un peu au même poste. Et le collectif semble s'être bien trouvé, en tout cas en ce début de saison, même si on ne doute pas que l'expérience du King fera l'affaire. On parle aussi de rumeurs, en tout cas aux États-Unis, de 6e homme. Ce qui est donc dans le basket, on rappelle 5 joueurs sur le terrain. Le 6e homme, c'est le nom appelé un peu au premier remplaçant, celui qui gagne quand même pas mal de temps de jeu, notamment sur les titulaires. Pourquoi pas ? Je sais pas si lui, il accepte aussi. Ça m'étonnerait pas qu'il accepte, mais... À bientôt 41 ans, ça commence à faire aussi. Hein. Ouais. À 23 saisons. Ouais, comme tu dis, 23e saison, mais c'est son numéro de maillot. Oui, c'est symbolique. Tout est symbole. Il fallait coller à tout ça. Changement de sujet, on se recentre un peu sur du local, avec un dirigeant voisin qui a sorti le chéquier. Et oui, après avoir parlé blessure, on va parler un peu d'argent, car le président lillois Olivier Létang a été condamné par la commission de discipline de l'UEFA à 10 000 € d'amende pour conduite incorrecte suite au match LOSC-PAOK, perdu 4-3 par les Lillois. Donc pour rappel, à la mi-temps de ce match, il avait attendu Nikola Dabanovic, l'arbitre monténégrin, dans le couloir des vestiaires, son téléphone portable à la main, en lui lançant en anglais « J'ai déjà écrit à Monsieur Seferin, le président de l'UEFA, ce qu'il s'est passé ce soir, c'est dingue ». Dans la rencontre, l'arbitre avait notamment refusé un penalty aux Lillois après un tirage de maillot très visible dans la surface de réparation grecque à la 38e minute de la rencontre. Dans la foulée de cette action, les Grecs ont inscrit le but du 3-0. Cette amende s'ajoute donc à la suspension de 3 matchs en Ligue 1, dont 2 avec sursis après des propos sur l'arbitrage d'Olivier Létang. C'est-à-dire qu'en cas de récidive, Olivier Létang sera d'office suspendu 2 matchs par la commission de discipline, plus ce qu'il va le recevoir après. On va rester un peu dans l'argent avec Kylian Mbappé. Mais avec d'autres montants, là, pour le coup. Ouais, avec des montants exceptionnels. Kylian Mbappé, Keira Amraoui et le PSG devant la justice. Dans un premier temps, Kylian Mbappé réclame 263 millions d'euros de dommages et intérêts au Paris Saint-Germain, dont 3 mois de salaire ainsi que différentes primes impayées, qui font un montant total de 55 millions donc, de salaire, plus donc 263 de dommages et intérêts. Oui, c'était pas assez, il fallait en rajouter. Oui, mais toujours plus. Toujours plus. Le PSG en veut plus, parce qu'eux, ils réclament 440 millions d'euros, parce que Kylian Mbappé a manqué justement à sa parole de ne pas partir libre de tout contrat. Le verdict final de ce procès sera rendu le 16 décembre. Et au même moment, Keira Amraoui poursuit également le PSG pour harcèlement moral après sa mise à l'écart consécutive à l'agression dont elle avait été victime fin 2021. Pour rappel, le 4 novembre 2021, alors qu'elle rentrait chez elle, la joueuse du Paris Saint-Germain a été prise dans un guet-apens par 2 personnes cagoulées qui lui ont frappé les jambes à coups de barre de fer. Sa coéquipière Aminata Diallo est notamment l'une des suspectes. On va rester toujours dans l'argent avec le rachat du Football Club de Lorient par un milliardaire américain. Le président du FC Lorient, Loïc Ferry, a annoncé ce dimanche donner ses parts du club, environ 60%, au groupe américain BKFC, Black Knight Football Club, dirigé par le milliardaire Bill Foley, qui détenait déjà les 40% restants.
ce qui fera de lui le seul et unique actionnaire du club. Le groupe BKFC détient entre autres Bournemouth en première ligue, ainsi que je savais pas trop comment le dire, et ainsi que plusieurs autres franchises aux États-Unis. Je sais pas ce que vous pensez, vous, de la multipropriété des clubs de foot. Je pense. C'est un débat qui est extrêmement actuel. C'est jeu dangereux. Ouais, On l'a vu ces derniers temps, bah, surtout pour la situation de l'Olympique Lyonnais. C'est aussi jeu dangereux et on le voit même pour des clubs de même continent. Alors déjà, quand c'est du même continent, il y a des compétitions continentales comme les Coupes d'Europe qui peuvent rentrer en collision. On a vu Crystal Palace s'était retrouvé en Ligue Conférence parce que Lyon s'était qualifié en Ligue Europa. C'était le John Textor, le même propriétaire, le même groupe, Eagle qui était derrière. Il y en a d'autres sinon, c'est des histoires de transfert où c'est un peu suspect. Ici, vous êtes fan, vous Après, pour Lorient et Bournemouth, je pense pas qu'il y ait un problème avec la Coupe d'Europe. On sait jamais. Alors, sache que des projets qui marchent bien. On peut pas dire ça quand on voit que Strasbourg joue la Coupe d'Europe alors que il y a 2 ans, on ne les aurait pas mis à ce niveau-là. À savoir que c'est pas Bournemouth, c'est Chelsea, l'autre club du groupe. Non, mais Lorient. Mais oui, mais c'est possible. Non, on y croit. Moi, je crois pas trop, vu. Je suis plutôt négatif pas par du rapport à tout. ça. Voilà. Avoue que tu ne crois pas au Lorientais. En tout cas, ouais, c'est pas spécialement rassurant pour les fans de Lorientais. Surtout en France, on aime beaucoup cette identité qui va avec le club, plus que l'image, c'est aussi la symbolique et les personnes qu'il y a derrière. Et quand on parle d'un groupe d'identeurs de club plutôt qu'une personne, qu'un personnage, ça peut faire peur. On finira en tout cas avec une autre information qui nous vient d'outre-Manche. Exactement. Une tentative qui a mal tourné. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on va parler de Sky Sports Halo, pardon. Donc, c'est pas forcément très connu, mais c'est vrai que c'est très, très spécial. Donc, le média britannique Sky Sports a voulu lancer ce week-end, donc Sky Sports Halo, un compte TikTok dédié aux jeunes femmes s'intéressant au sport, justement pour les amener vers cet univers sportif, cet univers qui est très masculin, même s'il s'ouvre de plus en plus. Donc c'est une bonne idée qui a été très mal exécutée. En effet, on y trouvait notamment des posts donc, sur les réseaux sociaux en rose fuchsia et qui parlent plus de gossip que de sport. Donc comme sur le mariage de Charles Leclerc, des posts, des vidéos TikTok qui sont vraiment très codifiées féminines, trop codifiées féminines pour certains, car donc justement ces vidéos ont attiré la foudre tout simplement sur TikTok, notamment chez les femmes, qui disent évidemment ne pas avoir besoin de textes en rose et de posts sur les mariages des gens pour comprendre le sport. Et donc la chaîne britannique, se rendant compte de son erreur qui était évidente, a rapidement supprimé ses vidéos, ses posts de son compte. Il n'a pas supprimé le compte, ils ont posté un message d'excuse en disant « Notre intention était de créer un espace pour les nouvelles jeunes fans féminines. » Je ne sais pas ce qu'il faut penser de cette intention. Est-ce que cette intention est bien ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été très mal exécuté et on comprend évidemment effectivement tout ce que ça a créé. A priori, sur de la bienveillance au départ et puis dans l'exécution, en tout cas, ça a été quelque peu raté et hasardeux là-dessus. Raté, c'est dommage. Mais peut-être que d'autres tentatives viendront à l'avenir et d'autres médias sont en train d'émerger avec des femmes au centre de la discussion et du sport. En tout cas, on aimerait aussi avoir des chroniqueuses dans le Campus Sport Club. Je fais un appel aussi. Aidez-moi, j'en peux plus des mecs en face. Je n'en peux plus. Merci en tout cas Théo pour être passé du brésilien à l'italien à Bournemouth en passant. C'était des news très multilinguales aujourd'hui. Ouais, on a fait le tour du monde un peu, ça faisait plaisir. Tu m'as vu, c'est le c'est vraiment au moment du Black Knight. Sachant que BKFC, quand vous le dites comme ça, vous pouvez penser que c'est forcément c'est Burger King KFC. Hein. Il y a une fusion des deux. C'est pas trop mal. Ils sont sponsors en plus d'un club Burger King en Angleterre, je crois. Peut-être, effectivement. On va arrêter de parler nourriture, on va revenir un peu sur du football, un peu toujours, mais en l'occurrence sur surtout ce bilan des qualifications Europe Coupe du Monde 2026 avec Zadig qui vous a fait une petite compile tout à l'heure des résultats du soir. On sait aussi que notre équipe de France, il sera bien en Amérique, Canada, États-Unis, Mexique, c'est à partir de juin prochain. Vous, sur ces nations qualifiées, si on faisait un petit bilan, là, un petit point, est-ce qu'il y a un pays, qui vous fait plaisir de voir qualifié d'office pour cette Coupe du Monde, peut-être le retour des Écossais, par exemple, qui peut faire sourire? Ouais, l'Écosse, quand surtout on voit le match de ce soir, ça fait plaisir, parce que déjà, il y a une génération qui est fabuleuse elle est emportée par son capitaine McTominay.
Non, peut-être que je me trompe. C'est peut-être pas le capitaine, mais c'est. Ouais, c'est mais en le tout cas, il y a joueur phare. McTominay, Scott McGinn. McTominay qui a réussi à quitter United pour finir meilleur joueur de Serie A l'an dernier, ce qui est normal maintenant, vu la situation de United. Mais toi, ça te fait plaisir en tout cas. Ça me fait cette plaisir. génération. Ce soir, on a vu un match extraordinaire avec un public qui n'attendait que ça. En plus, une nation anglophone qui va jouer aux États-Unis, ça va être, et en Amérique du Nord, mais en tout cas principalement aux États-Unis, ça va être fabuleux également. Donc l'Écosse, super bonne nouvelle pour. Peut-être pour à nous cette nation. rappeler ce qu'était le Pays de Galles il y a 10 ans, qui était emmené par Gareth Bale et qui a fait un superbe Euro en France 2016. Wilson, Peut-être, je crois, je me rappelle, Wilson, ouais. c'était Ouais. Demi-finale, du je beau crois, football, ça. C'était sympa. demi, je crois. On peut espérer voir l'Écosse faire une belle perf aussi au Mondial 2026. Ça fait plaisir. D'autres nations, en tout cas, se sont qualifiées avec brio dans des groupes peut-être sans trop d'adversité. Je pense à l'Angleterre qui a fait 8 victoires pour finir logiquement première et filer à l'anglaise, comme on dirait, pour l'Amérique. La Croatie, elle aussi, 7 victoires, 1 nul, a fini largement en tête de son groupe, même si c'est des nations qui ont peut-être dû attendre les dernières journées pour mathématiquement assurer la qualification, mais quand bien même. Sinon, peut-être la Norvège, je vais le souligner, Norvège qui finit aussi avec 8 victoires, qui est l'autre seule nation, je crois bien, à ne finir qu'avec des victoires avec l'Angleterre de son groupe. 8 victoires, dont du coup cette double confrontation face aux Italiens, où les Italiens n'auront pas fait le poids, parce que 5-0 à l'aller, 4-1 au retour à San Siro. Franchement, elle aussi, vous la voyez arriver solide à la Coupe du Monde, ou c'est une autre histoire? Bah juste waouh, la Norvège, j'ai pas regardé beaucoup de matchs de la Norvège, mais quand on regarde le parcours, il est juste exceptionnel. Et même si l'Italie est bien malade, bah moi j'ai hâte de voir la Norvège à la Coupe du Monde. Je sais plus, est-ce que tu sais quand est-ce que remontait leur dernière participation? Je crois que c'est 98. Bah je trouve ça magnifique. 27 ans plus J'ai tard. cru entendre 98 pour nos voisins norvégiens. Et à l'époque, en plus, qui avait livré en 98 un match très très important face au Brésil. Ça serait cool aussi de revoir un choc, surtout peut-être plus que la Norvège aussi. Ça fait plaisir de savoir qu'Erling Haaland C'est ça. a le droit de jouer une grande compétition, une compétition majeure, et lui aussi, à qui on lui prédestine au moins un ballon d'or. On sait que des années de Coupe du Monde, ça peut jouer. On attend des buts. On a déjà planté 12 là. Puis il y a du monde derrière aussi. Il n'y a pas que Haaland, il y a Ouais, Sorloth, il y Odegaard a aussi. Moussa qui pousse bien. C'est fort. Hein. Oscar c'est ça. Bob, le petit de. C'est un très très bon collectif en tout cas. Le jeu de, Ouais, c'est super beau. le jeu de la Norvège, c'est une folie. Ouais. Là où d'autres nations ont un peu plus bégayé pour se qualifier à ce mondial, je pense par exemple au Portugal qui aurait pu en tout cas s'alléger cette fin d'éliminatoire s'ils n'avaient pas perdu 2-0 en Irlande à l'avant-dernière journée. Ils ont dû attendre ce dernier match à domicile avec ce maillot tout en noir. Je ne sais pas si vous avez vu ce maillot hommage, c'était pour l'anniversaire du Ballon d'Or d'Eusebio, les 60 ans du Ballon d'Or d'Eusebio. Et finalement, carton plein face à l'Arménie 9-1. C'est pas non plus un score qui était inattendu, comme c'était l'Arménie en face, mais ce Portugal-là, qui est pourtant le vainqueur de la Ligue des Nations face à l'Espagne et donc devant les autres nations européennes, est-ce que vous les voyez toujours aussi solides? On les annonçait déjà quand même très costauds au Mondial 2022. Ils ont une superbe génération. Ils avaient été éliminés par le Maroc au tir au but. Ils ont été éliminés à l'Euro ensuite par nous, Français, au tir au but. Vous, cette année 2026, ça va être la grande année Portugal. Et j'ai un peu peur que ça floppe du côté portugais. En fait, c'est un peu la même question qu'on se posait il y a 5 minutes autour de LeBron James avec les Lakers. C'est la question de Ronaldo, titulaire ou pas titulaire avec le Portugal. Parce que c'est le geste qu'il fait contre l'Irlande est le symbole de ses prestations, en fait, finalement. Parce que, certes, il a eu une énorme carrière, mais est-ce que il va réussir comme à l'Euro 2016, solidifier le groupe et être un moteur voilà, plus que d'être de se vouloir être le porte-étendard et j'en ai bien peur. Voilà. Au final, peut-être même de devenir le fardeau. Peut-être. Je sais pas, c'est peut-être la roue qui tourne moins surtout bien. à savoir aussi quel caractère a son sélectionneur Roberto Martinez, qui en a un sacré, mais qui depuis qu'il est au poste a quand même souvent compté sur Cristiano aussi pour remettre son équipe sur le droit chemin lors de grands moments. Il est toujours là, il sait rendre des services. Est-ce que pour vous le 9-1 sans Cristiano Ronaldo, ça vous... Bon, on avait déjà vu des preuves que sans Ronaldo ça marchait bien. Quand Aussi. Gonzalo Ramos mettait un triplé, ça marchait super bien. Ronaldo n'était pas là.
Oui, enfin en fait pour moi ça doit venir de Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il est pas, il est un peu bête, mais il doit le dire qu'il ne peut plus jouer, qu'il n'apporte pas grand chose à cette équipe qui est formidable et qui a des joueurs à tous les postes qui sont au niveau international. Dans les autres équipes qualifiées directement pour cette Coupe du Monde 2026, des grandes nations voisines, on retrouve l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Espagne et les Pays-Bas. Est-ce que aussi dans ce petit lot-là, vous voyez une équipe qui peut avoir cette étiquette de favorite? Est-ce que l'Espagne, qui a dû attendre ce soir pour avoir son ticket pour le mondial face à la Turquie, grâce à son match nul, est-ce que vous, dans le lot, est-ce que les Belges ont encore de bons joueurs, un effectif assez solide pour jouer les premiers rôles? L'Espagne, ça va être compliqué. Non, ce que j'allais dire, c'est fragile. J'ai confondu. L'Espagne, c'est les favoris. D'accord. Je le dis clairement. Okay. Enfin, ils sont dans une continuité. S'il n'y a pas de blessure, ils sont favoris. La Belgique, cependant, c'est un peu plus compliqué. C'est quand même une génération vieillissante. Je sais pas s'il y a un renouvellement complet de... Justement, peut-être que le renouvellement, en tout cas insufflé aussi par Rudy Garcia, pour rappel, l'ancien entraîneur du LOSC, qui maintenant sélectionneur des Diables Rouges, il essaye aussi d'apporter ça, mais depuis un an, est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour dire que 2026, la Belgique peut figurer? Certainement. Non, c'est trop tôt parce que Rudy Garcia, il vient d'arriver. Ce sera pas la Belgique sortira des poules, je pense. Mais en tout cas, il faudra pas attendre d'eux d'aller en finale. Peut-être je suis très. Oui, non. Peut-être optimiste de dire finale. Déjà, je dis de bien figurer. On peut aussi. Même demi-finale. Est-ce que ça vous surprendrait que la Belgique peine en phase de groupe et ne passe pas ce premier tour? Non, sans plus. Moi, au vu des derniers matchs, des performances, on sait aussi que ce soir, c'est une victoire éclair 7-0. C'était Liechtenstein. Il y a aussi des adversaires dans le groupe contre lesquels elle a peut-être peiné, alors qu'on sait qu'en Coupe du Monde, ça pardonne pas et que là, elle risque de passer à la trappe si elle reste dans cette dynamique-là. Non. J'aimerais bien revenir sur un truc sur l'Espagne. Je la vois pas si solide que ça, moi. Je la vois pas non plus en grande favorite du mondial. Je pense qu'il y aura mieux. Je la vois pas non plus en. Je décèle. J'ai l'impression qu'il y a un peu de fragilité. Toi, hors Europe, même si tu. Hors Europe, le pays qui te fait le plus. Un peu. J'ai pas forcément de pays qui me fait vibrer, mais par contre. Les États-Unis. Je suis très fan du Canada. Si les États-Unis gagnent la Coupe du Monde, le pays du soccer gagne la Coupe du Monde de football, je m'arrache le On doit dire soccer pendant 4 ans. Là, c'est terrible. Non, mais j'ai pas forcément de grands favoris. Ce qui me fait me dire que l'Espagne sera pas forcément non plus grand favori. J'ai l'impression qu'il y a un peu de fragilité chez eux quand même. Il y a ce côté, on a beaucoup de bons joueurs, on a vraiment, il y a un bon collectif, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc. Tu parles des champions d'Europe en titre. Oui, mais il manque un truc. J'ai l'impression c'est un peu redescendu depuis 2024. 2024, oui, c'est ça, c'était l'année dernière. Est-ce que tu aurais eu cette impression-là s'ils avaient battu le Portugal en finale de Ligue des Nations et qu'ils avaient enchaîné du coup sur cette période Ligue des Nations, Euro, Ligue des Nations? Peut-être un peu plus, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il y a une fragilité qui a été redonnée. Est-ce que c'est au niveau pas forcément du milieu de terrain, peut-être un peu aussi, où c'est un peu plus fragile, ou je sais pas, mais en tout cas, moi, je la vois pas en tant que grande favorite. J'ai pas forcément de grand favori, mais l'Espagne en figure pas parmi eux, par contre. Pas forcément. Puis il y a d'autres nations un peu plus, la Suisse, sans oublier, les Autrichiens qui sont aussi qualifiés directement pour ce mondial 2026. En attendant, on a toujours 4 places pour la zone Europe à attribuer début 2026, en mars prochain, avec les barrages. Dans le lot des barragistes, on aura par exemple la Slovaquie, l'Ukraine, la République d'Irlande, grâce à son merveilleux 3-2 que soulignait Zadig, la Pologne aussi, l'Italie et la Macédoine du Nord, à voir si l'Italie et la Macédoine du Nord allaient se rencontrer. Je vous rappelle, la Macédoine du Nord avait éliminé l'Italie au premier tour des barrages pour la Coupe du Monde 2022. Pour l'Euro. C'était pour l'Euro. C'est l'Euro, ouais. C'était pour l'Euro, du coup, la dernière fois qu'ils ont dû passer par des barrages. Et la Macédoine du Nord avait ensuite perdu face au Portugal. Là-dessus, ça risque d'être aussi alléchant, ces barrages. 16 nations quand même engagées pour 4 places, c'est aussi costaud, là. Et ça va être beau, ça va être super beau, je trouve. Justement, il y a un truc où tout le monde a de l'ambition et au final, ce sera tellement serré. Quand on voit l'Irlande déjà, leur réaction pour arracher la place au barrage. Il y a aussi l'Irlande du Nord qualifiée grâce à la Ligue des Nations. Ouais, bon, Irlande du Nord, ça peut aussi se faire. Peut être beau. Ça peut être sympa. Ça va être moins rigolo, je pense, comme match. J'aime bien le collectif irlandais. Politiquement aussi, mais c'est un peu dangereux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le collectif irlandais, moi j'aime bien. J'ai l'impression qu'il dégage un truc. J'ai l'impression qu'ils peuvent aller plus loin dans ces barrages. Je pense qu'il y a une possibilité qu'ils se qualifient. Et carrément, c'est une très bonne surprise.
On a plein de bons joueurs du gardien jusqu'à l'attaque en fait, Ouais. entre Kelleher et Troy Parrott. Franchement, pareil, hein, comme l'Écosse, une Irlande qui va jouer en Amérique du Nord, là où il y a plein de descendants d'Irlandais. Je pense que ça peut se surmotiver cette équipe nationale et pourra pas faire une bonne Coupe du Monde. C'est déjà une victoire d'arriver là, je pense. Ouais, avec le Pays de Galles aussi qui est dans cette liste de barragistes que j'avais oublié de noter. Il y a du beau monde, et peut-être qu'on n'aura pas tout le Royaume-Uni, du coup, mais on aura quand même pas mal pour des anglo-saxons en terre américaine. Merci à tous. On va marquer une petite pause avant d'attaquer le rush final, si vous voulez bien. On parlait de l'équipe de France, on parlait de Coupe du Monde. Je vais pas chercher midi à 14h. On va mettre du classico-classique. Oui, je sais, alors c'est peut-être un peu cringe maintenant, mais on se fait plaisir aussi. VG Dream, ramener la coupe à la maison. Retour en 2018. À voir si ça va sourire à nos bleus d'ici 7 mois. Et nous, on se laisse un très court instant en musique et on revient juste après. Bon, retour en direct dans le Campus Sport Club. Vous venez d'écouter VG Dream et ramener la coupe à la maison. Ça date de 2018. Donc, VG n'a pas été mis au courant des nouveaux joueurs de l'équipe de France. Donc, excusez-le pour cette liste complètement erronée. On attendra, vivement juin prochain avec la liste de Didier Deschamps. Et d'ici là aussi, le tirage au sort de la Coupe du Monde, j'ai oublié de le préciser, qui va arriver très vite, début décembre, pour connaître les potentiels futurs adversaires de l'équipe de France si dans l'eau, il y a peut-être un barragiste tiré au sort qu'on ne connaîtra qu'en mars prochain. On aborde la fin, le finish de cette émission avec petite entorse à la règle. On ne finit pas par ça. On aborde ça tout de suite, les immanquables. Maxime. Coupe Davis, Formule 1, Euroleague, tout ce qu'il ne faut pas manquer de cette semaine exceptionnelle. Et celui qui était à Brésil-Tunisie nous vend du rêve, là, pour le coup, exceptionnel. Par quoi doit-on aborder cette semaine ? Eh ben, on la commence par le tennis, parce que c'est ce qui sera à l'honneur sur Beansport cette semaine avec le Final 8 de la Coupe Davis. Alors, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie puisque Zadig nous l'a déjà dit, la France s'est fait éliminer par la Belgique aujourd'hui, la Belgique qui rencontrera soit l'Italie, soit l'Autriche, en fonction donc du vainqueur de demain à 16h. Sans Yannick Sinner, la délégation italienne reste largement favorite face à l'Autriche. Face à l'Autriche. Mais attention, parce qu'une surprise n'est pas à exclure, surtout en cette fin de saison. Au programme du jeudi, de l'autre côté du tableau, la Tchéquie a de quoi faire trembler une Espagne qui sera privée donc de Carlos Alcaraz, comme l'a dit Théo, ou encore un alléchant Argentine-Allemagne dans le dernier quart de finale. Qui remportera la fameuse compétition? On aura la réponse dimanche à 15h, toujours sur Beansport, puisque toutes les rencontres sont à suivre sur Beansport. Ça va se taper entre Français sur les parquets. Oui, entre Français, donc sur les parquets de basket, un duel 100% français sera à suivre en Euroleague demain à 20h. L'Asvel accueille Monaco, loin du rocher. La Roca Team espère garder le contact avec le haut de tableau, alors que les Villeurbanais, eux, lanternes rouges, veulent enfin lancer leur campagne européenne en surfant sur leur victoire arrachée avec maîtrise tout de même aux Partisans Belgrade. De même pour Paris qui sort d'un match aussi spectaculaire que formateur face à Valence et qui espère donc enclencher une dynamique positive en dominant le 3e de l'année dernière, les Grecs de l'Olympiakos. Ce sera vendredi, coup d'envoi 20h15. Les deux matchs seront à suivre sur la plateforme SK Week qui diffuse l'entièreté de l'Euroleague cette saison. Et il y a aussi un peu de foot féminin. Avec la Ligue des Champions. Exactement, et le PSG féminine qui contraste avec Paris au basket, puisqu'elles sont en bien moins bonne posture en Ligue des Champions. 3 défaites en autant de matchs et les Parisiennes ont déjà la pression jeudi soir lors de la réception du Bayern. L'autre club de la capitale, le Paris FC, ne va pas beaucoup mieux et espère décrocher sa première victoire continentale face au Benfica également demain. En revanche, également jeudi. En revanche, les Lions ont fait le plein de points jusqu'ici et aimeraient ne pas perdre cette mauvaise habitude lors du match de gala demain soir face à la Juventus. Côté hommes, c'est le retour cette semaine des championnats européens et donc de notre chère Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, toujours leader, reçoit Le Havre samedi à 21h05 sur Ligue 1+, et n'a pas le droit à l'erreur parce que sur la même chaîne, vendredi à 20h45, Marseille peut mettre la capitale sous pression en cas de victoire à Nice.
Même scénario et même objectif pour Lens qui reçoit Strasbourg samedi à 17h, une affiche diffusée sur Beansport. Et enfin, le Nord sera à l'honneur ce week-end puisque le match du dimanche, le grand match, opposera Lille au Paris FC. La rencontre sera à suivre sur Ligue 1+, à partir de 20h45. Vous connaissez la musique. Retour au Stade de France pour l'équipe de France. Exactement, on revient au 15 de France avec une semaine et une trêve plutôt, contrastée, battue par l'Afrique du Sud, mais vainqueur des Fidji samedi dernier. Les Bleus ferment le bal ce samedi par la réception d'une Australie bien malade, puisque les Wallabies viennent d'essuyer 2 revers consécutifs face à l'Italie d'abord, puis contre l'Irlande ensuite. France-Australie sera à suivre en clair dès 21h10 sur TF1. Et plus tôt dans la journée de samedi à 17h30 sur Beansport, c'est un choc au sommet qui nous sera proposé entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Le 15 du trèfle s'est repris de sa défaite face à la Nouvelle-Zélande en terrassant consécutivement le Japon et l'Australie. Mais en face, l'orgueil des champions du monde sud-africains n'est pas à négliger. Les Springboks auront à cœur de prouver qu'ils sont encore les maîtres du monde. Ça fait plaisir. On finira avec un volet Formule 1. Il faudra se lever très très tôt ou ne pas se coucher du tout. Exactement. Pour les plus courageux, la nuit de dimanche pourrait bien être magique. À partir de 5h du matin sur Canal+, le Grand Prix de Las Vegas s'élance. À 3 Grands Prix et un sprint de la fin de saison, Lando Norris peut déjà poser une main sur le titre de champion du monde. À première vue, pas de danger pour McLaren puisque son coéquipier Oscar Piastri est aussi son dauphin. Mais derrière, un requin n'a pas perdu espoir. Max Verstappen, le quadruple champion pilote en titre, n'a pas renoncé et ne le fera pas tant qu'il n'y est pas contraint. Mathématiquement, le miracle est encore possible pour le néerlandais, mais il ne dispose d'aucune marge de manœuvre face aux Britanniques. Las Vegas sera soit la première marche d'une remontée légendaire, soit la confirmation de la domination des McLaren. Merci Maxime pour ces immanquables. Il nous reste 3 bonnes minutes. Messieurs, tous les yeux sont rivés pour cette fin d'émission sur Raphaël. Raphaël, je te prive de ton jingle pour qu'on gagne du temps, si tu l'acceptes. Raphaël qui a concocté quelques petites questions, on va pouvoir se taper dessus. C'est maintenant. Donc les gars, je vous explique. J'ai une quinzaine de questions. Vous répondez qu'une seule fois, s'il vous plaît, parce que sinon ça va être un brouhaha. Donc on va commencer direct, on rentre dans le vif du sujet. Quel grand sportif français a annoncé changer de coach? Teddy Riner. Très bien. Adrien qui lance direct les hostilités. Est-ce qu'on peut avoir le reste de la question, s'il vous plaît? Non, on n'a pas le temps. Ensuite, quel pays a obtenu aujourd'hui le dernier billet qualificatif pour la Coupe du Monde 2027 de rugby? Pas Belgique, du coup, Samoa. Et Samoa. 2 points pour Adrien. Je suis en train de chercher, j'étais pas loin de la Namibie. On n'a pas parlé pendant les résultats d'ailleurs. Oubliez ce truc-là. Toujours du rugby. Contre l'Afrique du Sud, Damien Penaud a battu le record d'essais marqués pour le 15 de France. Quel joueur a-t-il dépassé? Serge Blanco. 3-0, 0-0. Merci à mes caleçons. Je vous conseille. Merci Serge. Merci Serge. Adrien, je te fais confiance pour celle-ci, mais elle est rien. très dure, hein, faites gaffe. Dans quel sport les Ducs d'Angers se sont qualifiés ce dimanche? Oh, je l'avais vu pourtant. C'est mignon comment tu le dis. Je l'avais vu pourtant. Non, ça va toi Zeddy? Ouais, ça va, on écoute. On est bien. On va changer un peu de thématique. Je vous promets, je triche pas. Hein. Je triche pas, j'ai pas les Il y a questions. une IA. On lui a envoyé les questions avant. Oui, voilà. On fait un kikadi. Donc je vous cite une parole d'un sportif. Vous me dites qui est-ce qu'il a dit. Sympa. Donc ce sportif parlait du mondial 2026 de football. Il disait: je suis confiant car je sais qu'on a tout ce qu'il faut. Wow. C'est R7? Non. Mbappé? Non. C'est un Français. Français? Chouameni? Zadig qui oui. ouvre la marque. Oui, fait avec plus les cons, avec l'équipe. en une de l'équipe. Ouais, voilà. Bien vu, bien vu. C'est ça. Un autre qui a dit: c'est la première fois que je pleure depuis des années. Je ne pense pas que je verrai une meilleure soirée de toute ma vie. Une meilleure soirée. De toute ma vie. C'est Ouais, du c'est football pas aussi Soboslai du coup. Non. C'est du football? C'est du foot. C'est Parotte? Parotte. Ah, c'était oui, sûr. bien Tu étais vu. presque, Massim. Bien vu, bien vu. J'avais le match. T'étais pas loin. J'avais oublié son prénom. Maxime, son famille. peut-être que tu as révisé pour Brésil-Tunisie. Quel était le dernier joueur lillois à avoir porté le maillot de la Seleção? Waouh. Alexandro? Alexandro, mais j'avais un doute s'il était brésilien. Et on finira avec une toute dernière, Raphaël. Une toute Toute dernière. dernière.
Pression. Quel est le nombre de buts qu'Erling Haaland a marqué lors des qualifications 12. pour la Coupe du Monde? Non. C'est 14. Allez. 13. Non. 16 alors. Il a le droit qu'à qu'une seule réponse. je Adrien, crois. on a dit. Je dis ça comme ça, mais bon. Les gars 11. 15. Non. 13. Le gars, c'était 16. En Ah, 8 matchs, il a été le meilleur buteur. Il triche, point pour moi. Bon, ça fait. Si on compte pas le dernier point, parce que bon. On a Ouais. pas eu de. Non, mais attends, non, j'ai triché. Celui qui répond, Il a tout gagné. il a tout gagné. Tout gagné. On fait ça? Ok. Ça vous va ou pas? Ok, Ouais, non, j'adore. vas-y. J'adore. Moi, je pisse dessus. Là. Je suis confiant, pas du De tout. toute façon, on va n'a se rien à battre perdre, ensemble. Ça va se nous, battre donc ensemble. ça va. Prends ton temps. Je remets la petite musique de fond. Ok. Fin d'émission. J'ai trouvé la petite Je vais en question. mettre une autre, mais je vais mettre celle-là. T'es prêt ou pas? Ouais. C'est une question lilloise. En combien de temps le Kenyan Clinton 13 minutes. Kimutai- 13 minutes. Oh. Ah, je sais pas. 13 minutes 21. 13 minutes 20. 6. Si on arrondit, ça fait 21. Le problème, c'est que je ne sais pas qui l'a dit. C'est moi qui ai dit 13 C'est minutes. ouais, c'est Nadine qui a dit 13 minutes. Il l'a fait, il a il a fait les résultats. J'ai couru en 13 minutes 20 plutôt. Ah, mais c'était toi le caméraman à côté qui courait. Il faisait le lièvre. Il était était pas en sur vélo. un Segway, mais personne l'a vu. Il a créé tout le monde. Bon, L'homme très bien. invisible, il était en fond vert. Bon, Raph, le bilan Dans alors. victoire, on donne la d'Adrien, victoire. la prochaine fois, tu prends pas le Non, joueur. non, donne la victoire à Zadig. La règle, c'est la règle. Bon, merci les gars. On avait Bon, tourné en jeu. on Merci. verra On pas être reviendra bon, plus fort, mais en Merci, même temps, on Raph. peut pas revenir plus nul, je pense. nous. Oh, j'ai fait pire. La prochaine fois, j'en préparerai un et tu reviendras jouer pour leur montrer qui était le patron de la saison 4, Raphaël. Merci beaucoup en tout cas. Merci Maxime, merci Théo, merci Zadig pour votre participation à cette 10e émission de la saison 5. Nous, on va se quitter maintenant. Il est temps avec les musiques de la nuit sur Radio Campus Lille. Et on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour une nouvelle émission, à part les sports. D'ici là, je vous dis, sportez-vous bien. Et bye bye tout le monde. Au revoir.